Donc, on commence ça et j'avais envie de commencer ça en vous présentant en une petite ligne, mais évidemment, Julien, tu te présenteras un petit peu plus prochainement. J'ai envie de vous présenter, en fait, l'homme qui passe ses journées à regarder des intestins. Et croyez-le ou non, il aime ça. Donc, Julien, merci beaucoup de te joindre à moi aujourd'hui pour ce webinaire-là. Merci Andrane, j'aime ça et c'est même mon métier, je gagne même de l'argent avec ça. Exact. Et toi, tu es peut-être celle qui parle encore plus de caca et de microbiote que moi, ou au moins autant, mais outre-Atlantique, quoi, au Québec. Donc je pense que tu commences à être connu pour ça, pour ton activité voilà, de conseils et de conférences autour du caca et du microbiote. Donc voilà. Absolument, on essaie malgré le sujet tabou de pas trop faire fuir le public à travers tout ça parce que le caca, c'est du sérieux, comme j'aime dire souvent. Donc, Julien, je veux juste mettre en place, premièrement, j'ai deux choses à mentionner. Donc, dans un premier temps, j'ai de nombreux merci à formuler. Premièrement, un merci spécial à la communauté, aux 7900 et des poussières personnes qui se sont inscrites au défi. C'est absolument génial. Sur la communauté Facebook et par courriel, vous participez énormément, vous postez des photos, vous mettez des beaux échanges, il y a des beaux commentaires constructifs, vous apportez votre grain de sel à tout ça. Donc, je trouve ça vraiment fantastique. Je vous remercie beaucoup pour votre magnifique participation. Je viens de le mentionner. Pour moi, c'est, entre guillemets, la plus belle paye là, à travers toutes ces heures-là qu'on a mises là-dedans. Puis, je vais quand même prendre à peu près 5 minutes et 2 secondes là, pour vous présenter nos partenaires du défi cette année parce que Julien l'a mentionné, on met beaucoup d'heures, on a mis beaucoup d'heures, puis il y a des heures qui nourrissent la mission, je vais vous le mentionner comme ça, puis il y a d'autres heures que mais on a l'opportunité cette année, en fait, d'avoir des partenaires qui nous permettent d'aller finalement, on va le dire comme on le dit en toute transparence, de gagner des sous aussi avec ça pour toutes ces heures qu'on met dans le projet en question. Puis je trouve ça important de vous les présenter, puis je vais partager mon écran juste pour ce moment-ci. Et puis surtout pour rendre le défi gratuit pour tous les participants. Parce que c'était une question aussi qu'on s'était posée, de faire payer la participation des filles. On a pris la décision de rendre la participation gratuite. Et c'est grâce effectivement aux partenaires que tu vas nommer que le défi est vraiment gratuit pour les participants. Donc c'est ça, je pense que le plus important, c'est vraiment que, il puisse y avoir le plus de monde possible et que ce soit pas un problème d'argent de participation financière. Pour ça, effectivement, il y a les partenaires et c'est ça qui est très chouette. Absolument, parce que c'est la quatrième édition, en fait, cette année du défi Boost ton microbiote. Les éditions préalables étaient des éditions que les gens devaient acheter le défi, mais cette année, on a dit, il faut que ce soit un grand mouvement, il faut qu'on mette de l'avant beaucoup l'éducation, il faut qu'on parle du microbiote intestinal, et c'est de cette façon-là qu'on y est arrivé en rendant le tout gratuit. Alors, dans la présentation des partenaires que je vais vous faire, eh bien, évidemment, vous allez peut-être aussi découvrir des nouveaux produits. Donc, ici au Québec et en France, on a des gens extraordinaires qui ont embarqué dans l'aventure avec nous. Donc, dans le côté un petit peu plus fermenté, vu que c'est la troisième semaine du défi, que c'est la thématique de la semaine, j'ai commencé par eux. Donc, on a Tout Cru Fermentation qui nous propose des kimchi, choucroute et ainsi de suite, donc des produits de grande valeur ajoutée. Puis, on a bien choisi nos partenaires. On les a choisis vraiment pour leurs produits de qualité, mais pour s'assurer aussi que leurs produits font partie des éléments qu'on peut intégrer de façon hebdomadaire pour nourrir nos bonnes familles de bactéries intestinales. La milanaise, comme le logo l'indique, c'est tout ce qui est grains, céréales entières, donc ce qu'on encourage les gens dans le défi et monsieur, madame, tout le monde à intégrer davantage au quotidien. Prana, on les connaît pour leurs graines de chia, leur mélange de noix et graines, entre autres, et on les a connus dans le défi pour leur mélange Kilimanjaro, entre autres, qu'on a intégré dans les muffins cette semaine, puis leurs graines de chia dans les puddings de chia, entre autres. Vitoli, c'est notre seul partenaire dans le côté un petit peu plus supplément, de par le fait qu'ils ont intégré à leurs produits des polyphénols d'olive qui viennent directement nourrir des bonnes familles de bactéries dans notre microbiote. Le Soleil du Sud, c'est une entreprise coup de cœur ici au Québec qui a de la truite fumée, des crevettes de pêche durables. Je crois beaucoup au fait que quand on se nourrit bien, il faut aussi bien nourrir notre environnement et prendre soin de notre environnement, ne serait-ce que pour les générations à suivre. Alors, quand les produits ont à cœur ce volet-là, ça me tient beaucoup à cœur. C'est la même chose pour les herbes salées du Bas-Saint-Laurent, hein. 20% de ce qu'il y a dans leurs produits, ce sont des légumes de récolte classée non adéquate, admettons, pour une présentation belle. Donc, on les revalorise dans les herbes salées du Bas-Saint-Laurent et ça permet, au lieu du sel, d'avoir un aliment qui est fermenté et qui rehausse le goût. Madame Labrisquier est la seule sur le marché à nous proposer
Un sucre qui contient des fibres, pardon, donc de la poudre de date. On l'a rencontré aussi au cours du défi grâce à ces overnight, donc ces grues au froid, dont le seul sucre ajouté provient de la date, justement. Les ateliers ferments, vous allez les découvrir demain, en fait, dans le défi. Donc, une magnifique entreprise de l'Europe qui nous propose beaucoup de produits fermentés, mais aussi des produits pour faire notre fermentation nous-mêmes à la maison. C'est bien ça, Julien? Et Pardon? Oui, exactement. exact. Et Émile Noël, qui est une compagnie autant québécoise que française. Donc, au niveau de la France, Émile Noël nous a proposé des bonnes huiles d'olive, des vinaigres, des produits d'une très, très haute qualité. Les smoothies Ceta, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce sont des smoothies dont la liste d'ingrédients est, j'ose le dire, parfaite. Un produit à découvrir. Gotsi, ce sont des boissons fermentées. En France, on dit Good Z. J'adore les jeux de mots de cette entreprise. Donc, des produits vivants à boire, fermenté. Docteur Isabelle Huot nous propose un chocolat noir divin. Vous l'avez aussi vu dans les produits cette semaine avec la croustade déjeuner. Germinaux qui nous propose un bouillon d'os qui est riche en acides aminés, donc qui aurait potentiellement un effet sur la qualité de la barrière intestinale. Et finalement, dans le défi, on valorise beaucoup l'alimentation pour bien nourrir notre microbiote et pour notre santé globale. Mais c'est important aussi de boire une eau de qualité. Alors, avec Aqua, on répond à toutes vos questions cette semaine. Aqua Santé nous offre vraiment des filtres super intéressants pour s'assurer que notre eau soit de qualité et nourrisse vraiment nos cellules. Alors, voilà pour nos partenaires. Merci beaucoup. Maintenant, on plonge dans le vif du sujet. D'abord, Julien, il y a beaucoup de gens qui sont en ligne et qui sont de ma communauté, donc qui ne te connaissent peut-être pas. Alors, j'aimerais que tu prennes le temps de te présenter. Alors, je m'appelle Julien Scanzi, je suis gastro-entérologue en Auvergne, c'est à peu près au milieu de la France, à 3-4 heures de Paris, voilà, au sud de Paris. Et puis je m'intéresse, c'est comme ça que j'ai rencontré Andréane, je m'intéresse beaucoup au microbiote intestinal. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, je suis rentré dans le monde du microbiote intestinal par le cas le plus extrême de modulation du microbiote, c'est-à-dire la transplantation de microbiote fécal. J'ai été dans les premiers en France en 2013 à faire une transplantation fécale, hein, une greffe de caca entre guillemets, ça a sauvé la patiente. Voilà, littéralement, elle allait probablement mourir dans les semaines qui suivaient, et en faisant ça, elle a guéri de son infection, et je me suis rendu compte à quel point le microbiote pouvait vraiment avoir des capacités de soins et était en lien avec notre santé. Et donc ça fait une dizaine d'années que j'essaie maintenant de sensibiliser le plus large public sur l'impact de notre microbiote sur notre santé et puis sur l'impact de notre mode de vie, de notre alimentation sur notre microbiote et donc sur notre santé. Et donc l'idée, c'est de, voilà, d'essayer de faire de la prévention et d'embarquer un maximum de monde là-dedans pour essayer de remettre un petit peu voilà, une alimentation saine, un mode de vie sain et un bon microbiote voilà, dans notre environnement. Voilà. Mhm. Puis à travers tout ton temps de clinicien, tu trouves quand même du temps pour tes plateformes sociales. Tu as plus de 200 000 personnes qui te suivent sur Instagram. Alors, tu fais du contenu absolument génial. Je vous invite tous à aller suivre sa page parce que pour vrai, moi, je trouve ça incroyable tout le contenu que tu donnes malgré le peu de temps finalement que C'est tu donnes dans une gentil. journée. Ouais, j'essaie de trouver le temps. Je pense que le jeu en vaut la chandelle, hein, comme on dit. Je pense en France, on n'a probablement pas les mêmes expressions hein, que vous, mais je pense que voilà, l'enjeu est important et si je peux voilà, donner un petit peu de mon temps et de mon énergie pour le bien-être et la santé du plus grand nombre, là, j'essaie de le faire. C'est pour ça que j'ai écrit des livres, c'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai embarqué dans le défi Boost ton microbiote et c'est pour ça que je fais cette conférence avec toi ce soir. Et donc, on va demander aussi, c'est pareil parce que tu es très connu au Québec, un peu moins en France, c'est normal, tu vas commencer à le devenir, j'espère. Je pense que les Français qui nous suivent apprécieront en plus de tout ce qu'on va raconter ton accent, parce que bon, je le dis, vous êtes peut-être au courant, mais pour les Français, écouter québécois, c'est hyper agréable et aussi assez rigolo de temps en temps. Il y aura peut-être quelques expressions qui vont nous faire sourire ou va rigoler. Donc voilà, je suis très content aussi de vous offrir ce moment-là, en plus du contenu scientifique quand même qu'on va avoir. Donc voilà, je te vais te laisser aussi toi te présenter. D'accord. Alors rapidement, mon histoire, j'ai moi-même souffert du syndrome de l'intestin irritable il y a plusieurs années de cela, maintenant très bien contrôlé. Alors je me suis rapidement intéressée dans la profession de la nutrition
à la santé digestive. Donc, j'ai vraiment développé une expertise là-dedans. Puis j'ai travaillé comme clinicienne pendant 13 ans où est-ce que j'accompagnais vraiment des gens qui souffraient de problèmes digestifs. Puis tranquillement, l'expertise s'est fait connaître. Alors, on me demandait d'être conférencière autant auprès des médecins spécialistes, médecins généralistes que autres professionnels de la santé pour expliquer cette expertise-là. Puis beaucoup de conférences grand public aussi. Donc, les gens me connaissent pour ma capacité à vulgariser cette science-là puis la rendre applicable au quotidien. Alors, je te dirais que je vous dirais que c'est ma mission de tous les jours parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des changements durables qui se fassent pour que les gens aillent mieux, puis vivent en santé le plus longtemps possible au final. Donc, je dis souvent à la blague que ma mission, c'est de changer la vie des gens un caca à la fois. Mais on pourrait dire une bouchée à la fois également, mais entre l'entrée et la sortie, des fois, il se passe pas. Bref, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mm. Donc, j'ai fondé la clinique Epitelia il y a 6 ans. Il y a 3 ans, j'ai sorti une analyse de microbiote intestinal également sur le marché nord-américain. Donc, je suis très proactive, en fait, dans la santé digestive et le microbiote intestinal. J'ai coécrit 5 livres également, puis un sixième qui est en voie de sortir bientôt. On sait ce que c'est, là, c'est assez long. Donc, ce midi, je joins ma voix à celle d'un gastro-entérologue très connu, puis en fait, nous n'avons pas de PowerPoint. La façon dont on va procéder, je vous dirais que c'est un petit peu comme un podcast. Donc, vous allez assister à une discussion entre Julien et moi, vous allez pouvoir poser vos questions. Quelqu'un dit, suis-je la seule à voir l'écran en petit? Vous pouvez ajuster, là, dans Zoom, il y a moyen de nous voir les deux en plus grand, là. N'hésitez surtout pas à le faire de cette façon-là. Donc, on va se relancer, Julien et moi, puis n'hésitez pas, comme je vous disais dans le chat, à écrire vos questions. Je les intégrerai dans le contenu qu'on a préalablement, oui, travaillé. Alors, Julien, on entend toutes sortes de choses à propos du microbiote intestinal, notamment qu'on serait plus bactérien qu'humain. Est-ce que c'est un fait ou c'est plus une légende urbaine? Eh ben, c'est pas faux. On est au moins autant microbien qu'humain parce qu'on est porteur et on héberge en fait en nous, sur nous et en nous, environ 38 000 milliards de bactéries et d'autres micro-organismes. Et 38 000 milliards, c'est à quelque chose près le nombre de cellules humaines. C'est même probablement un peu plus que le nombre de nos cellules humaines. Donc on est bien au moins autant microbien qu'humain. Et si on regarde même d'un point de vue de l'ADN, de la génétique, Oui. on est porteur en nous de environ 100 fois plus d'ADN microbien que de notre propre ADN humain. Donc oui, c'est pas une légende urbaine, ou non, c'est pas une légende urbaine, on est bien microbien et beaucoup plus qu'on ne le pensait. Et je pense que moi, c'est les messages, c'est vraiment le message important. Quand je fais des conférences grand public, Mhm. je leur dis si vous devez retenir une seule chose, c'est ça, c'est de retenir que vous êtes microbien, qu'on est tous microbiens et qu'il faut respecter aussi le monde microbien. Voilà, les bactéries, on leur a fait la vie dure et c'est normal concernant les mauvaises bactéries, bien sûr, qui peuvent être responsables d'infections, mais il y a beaucoup plus de bonnes bactéries, de bonnes levures, bons champignons, etc., que de mauvais. Et donc, il faut aussi les respecter, en prendre soin, parce que si on les tue un peu trop, on déséquilibre tout ça, et on en parlera peut-être après, on peut avoir des soucis de santé. Exact, exact. Puis c'est drôle parce que en fait, dans les 10 dernières années, avant même que les gens sachent réellement ce qu'est le microbiote intestinal, ils savaient que c'était le deuxième cerveau. Donc, à chaque fois que je parle de microbiote, le premier mot qu'on me dit, c'est «Ah oui, le deuxième cerveau». Hum. Alors, t'en penses quoi, toi, de tout ça? Alors, c'est même plus qu'un deuxième cerveau. En fait, Mhm. pourquoi on parlait de deuxième cerveau? On parlait même de deuxième cerveau avant même de parler du microbiote pour parler de l'intestin. Et en Ouais. fait, pourquoi l'intestin est notre deuxième cerveau? C'est tout simplement en nombre de neurones. L'intestin est l'organe après le cerveau qui a le plus de neurones. Le cerveau en a plusieurs milliards. L'intestin en a plusieurs centaines de millions, entre 200 et 500 millions en fonction des études. Et ça en fait donc le deuxième organe avec le plus de neurones. Et c'est pour ça qu'on parlait de deuxième cerveau. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'intestin et le cerveau communiquent. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau ou cerveau-intestin. Et en fait, les informations, elles vont dans les deux sens. Le cerveau envoie des messages à l'intestin et l'intestin envoie des messages au cerveau. Et probablement que l'intestin envoie plus de messages au cerveau qu'il en reçoit justement du cerveau. Et donc, cet axe intestin-cerveau est très 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 intéressant, pardon. Et en fait, on en parle beaucoup dans la santé mentale. On sait de plus en plus que des troubles de la santé mentale, l'anxiété, la dépression, des troubles de l'humeur, des addictions, etc., ont un lien avec cet axe intestin-cerveau qui est déréglé, qui dysfonctionne. Et Mhm. dans cet axe intestin-cerveau, ce qui est intéressant, c'est que le microbiote participe
aux échanges, à cette communication-là, en fait, le microbiote et notamment certaines bactéries sont capables de produire des petites molécules qui sont en quelque sorte des messagers chimiques qui vont aller activer des cellules nerveuses, activer des cellules du système immunitaire, interagir avec des cellules de certains organes et donc envoyer des messages et potentiellement envoyer des messages au cerveau. Mhm. Donc le microbiote interagit avec le cerveau. Et puis une troisième raison de parler de deuxième cerveau, c'est que chez la souris, le microbiote joue un rôle dans leur comportement. Des souris avec des microbiotes différents n'ont pas le même comportement et si on intervertit le microbiote de souris ou qu'on modifie le microbiote de souris, ça va avoir un impact sur leur comportement. Donc c'est beaucoup plus difficile à montrer chez l'homme, mais ça n'exclut pas et ça suggère que notre microbiote et les bactéries de notre ventre pourraient jouer un rôle également dans notre comportement, dans notre façon de prendre les décisions, etc. Mhm. Donc voilà, ce sont plusieurs raisons qui font qu'on peut parler de deuxième cerveau. C'est tellement intéressant, puis ce n'est qu'une pointe de la tarte, là, si je peux dire, c'est peut-être une expression québécoise, celle-là, parce que le microbiote est en association avec plusieurs autres systèmes, pas seulement finalement l'axe intestin-cerveau, mais Bien sûr. c'est certainement un des systèmes qui sera le plus étudié prochainement parce qu'on veut comprendre tout ce qui se passe de ce côté-là. Puis, j'étais curieuse, dans ta clinique au quotidien, là, en tant que gastro-entérologue, es-tu en mesure de parler de microbiote intestinal à tes patients ou t'as pas nécessairement le temps d'aller là? Alors, bah déjà, j'ai pas mal de patients qui viennent me voir pour mes compétences, entre guillemets, mon expertise sur le microbiote, sur le syndrome de l'intestin irritable, sur les maladies inflammatoires, sur des maladies qui ont un lien avec le microbiote. Donc, ils sont déjà un petit peu sensibilisés à ça. Et puis, surtout, la plupart des gens que je vois, ils ont des troubles digestifs, que ce soit des troubles digestifs transitoires ou ou des vraies maladies chroniques Mhm. qui sont en lien quelque part toujours avec le microbiote. Donc, bien sûr, je ne prends pas 30, 40 minutes, 1 heure pour chaque patient pour parler longuement du microbiote, Mhm. mais c'est quand même quelque chose, une thématique, un sujet que j'évoque. Qui crée des échanges avec le patient et sur lequel du coup je peux proposer des moyens d'agir au quotidien en plus des médicaments qu'on va potentiellement proposer pour traiter des maladies chroniques. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin que ça, de proposer un traitement pour les symptômes, des traitements pour réguler les dysfonctionnements du système immunitaire. Mais après, l'idée, c'est de rééquilibrer le microbiote, d'essayer d'améliorer le microbiote qui est souvent déséquilibré quand je vois les patients qui souffrent de ces maladies chroniques. Donc oui, il y a quasiment toujours un moment dans la consultation où on parle de microbiote, où je parle d'alimentation, où je parle de probiotiques ou de choses comme ça, vraiment pour essayer de jouer voilà, à plusieurs niveaux de la maladie, voilà, sur le mode de vie, l'alimentation, le microbiote, le système immunitaire, les symptômes, etc. Donc oui, c'est vraiment quelque chose que j'évoque très souvent quand même. Je rigole parce que j'ai bien l'impression qu'on aurait beaucoup de Québécois qui aimeraient te rencontrer. Ah, Parce que bah, c'est vrai que non, mais la ça, conversation autour de la nutrition, souvent plusieurs se font dire l'alimentation, ça n'a aucun lien avec la problématique. Alors d'avoir cette belle ouverture-là, puis de parler de ça dans le bon moment, là, évidemment, je bah, pense que le microbiote permet de faire vraiment le lien entre les troubles digestifs, les maladies et le mode de vie, Mhm, l'alimentation. Et en fait, ça permet de donner des explications, des causes mhm, et de proposer aussi des moyens d'améliorer les choses. Et on voit aussi, bah, toi, tu le vois au quotidien parce que tu aides les patients avec leur alimentation, etc. Et tu vois les améliorations, tu vois l'impact sur leur bien-être, sur leur santé, et pas seulement leur santé intestinale. Donc, ouais, je suppose que toi, c'est pareil, tu dois être amené à parler très souvent de microbiote. Du coup, comment tu évoques le sujet, comment t'en parles? Tu as des images, je sais qu'une fois, tu m'avais parlé là de. Tu évoquais souvent une usine et ce qui ça te servait à évoquer le microbiote oui, dans leur oui. organisme. En fait, c'est que j'ai toujours l'impression que quand on parle de microbiote, les gens comprennent, mais ne comprennent pas. Puis c'est normal, c'est tellement un monde complètement flou. Puis je me rends compte que quand on en parle et qu'on est toujours là-dedans, bien au final, on vit un peu dans notre univers. Puis des fois, le feedback que j'ai de la part de certaines personnes, c'est ouf, c'est un peu complexe, tu sais. Même si tu as vulgarisé, Andréane, ça demeure encore complexe. Donc, l'analogie que j'aime bien donner, juste pour expliquer en fait l'état d'eubiose ou de dysbiose, c'est-à-dire est-ce que notre microbiote est en état d'équilibre ou de déséquilibre, j'aime bien comparer le microbiote à soit une grande usine ou soit un grand jardin. Donc, du côté de l'usine, on peut imaginer que pour que l'entreprise fonctionne bien, bien, ça nous prend deux choses. Ça nous prend une diversité d'expertise. Donc, je peux le faire dans le jardin. Dans le jardin, on a besoin d'une diversité
diversité d'espèces pour qu'entre elles, elles s'outillent et elles s'aident. On en a qui sont plus grandes, on en a qui sont plus petites, donc une fait de l'ombre à l'autre. L'autre produit des métabolites ou des molécules pour nourrir celle qui est à côté. Donc, il y a tout un écosystème. C'est la même chose dans une grande usine. Alors, si on a les expertises de chacun, l'usine peut bien fonctionner. Mais si du jour au lendemain, on se retrouve avec que des représentants en vente ou que des techniciens, ça roulera pas très bien, là, les affaires. Et ça nous prend aussi une richesse en bonnes bactéries. Donc, on a besoin d'un microbiote diversifié et on a besoin d'avoir beaucoup plus de bonnes bactéries que de mauvaises. Et ça, ma façon de l'expliquer en image, c'est de se dire, bien, dans une grande entreprise, justement, si on a un ou deux sièges vides, là, donc des sièges vacants, des congés de maladie, de maternité, peu importe, ça continue de bien aller. Ou si on a une pomme pourrie, là, qu'on dit ici, donc un employé qui fait, si, ça fonctionne pas bien, bien, là, avec cet employé-là, mais c'est tel que tel. Mais si on en a 10, ou si on a 20 sièges vacants parce que tout le monde est parti en congé de maladie, encore une fois, ça va pas très bien. C'est la même chose dans le jardin. Si on a un envahissement de mauvaises herbes, eh bien, nos bonnes plantes, nos bons plants qu'on veut cultiver vont avoir de la difficulté finalement à grandir. Donc, c'est la même chose dans le microbiote. Un microbiote en état d'eubiose, on n'a pas de signature parfaite. Ce qu'on sait, c'est que plus c'est diversifié et plus c'est riche en bonnes bactéries par rapport aux mauvaises, plus on est en état d'équilibre. Puis quand on est en état de déséquilibre, donc la dysbiose en soi, c'est qu'on a une perte de diversité, une perte de richesse en bonnes bactéries. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, finalement, on peut se retrouver avec une couche de mucus protectrice qui va diminuer un petit peu, une barrière intestinale qui va être un peu plus fragilisée, et donc les substrats alimentaires moins bien digérés, les bactéries porteuses de molécules inflammatoires, certaines molécules inflammatoires peuvent entrer là où elles ne devraient pas entrer. Puis derrière la barrière intestinale, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est une bonne partie de notre système immunitaire. Alors, les molécules immunitaires vont réagir à ces intrus-là, vont appeler à l'aide un peu de molécules inflammatoires, sans parler des molécules inflammatoires qui vont entrer, qui normalement ne rentrent pas. Puis c'est comme ça que graduellement va s'installer de l'inflammation. On appelle ça de l'inflammation de bas grade, l'inflammation chronique. Vous allez lire ça également. Puis c'est cette inflammation-là qui est associée à plusieurs autres pathologies. C'est pour ça qu'on dit que le microbiote, c'est un petit peu le cœur de la santé globale. Ça touche à plusieurs autres systèmes. Alors, beaucoup de Hyper mots. intéressant. Beaucoup de mots pour essayer d'expliquer l'importance finalement de rester dans un contexte de microbiote équilibré, donc en état d'eubiose. Oui, tout à fait. Et c'est hyper important que tu rappelles ce côté, l'importance d'un microbiote équilibré fonctionnel. C'est-à-dire que, Mhm. comme tu l'as dit, il n'y a pas de signature d'un bon microbiote, d'un microbiote sain. On peut être 10 000 à avoir un microbiote différent et avoir un microbiote en eubiose avec une fonctionnalité, enfin, qui remplit toutes ses missions, en fait. Et puis le microbiote d'un Chinois qui vit au fin fond de la Chine rurale, ou le microbiote de quelqu'un qui vit à Montréal ou en Auvergne, je chez moi, va être potentiellement très différent parce que l'environnement sera différent, leur alimentation sera différente. Et si on change leur microbiote, peut-être que du coup, ça va moins bien aller. Et en fait, ce qui est important, c'est ça, c'est cette richesse diversité qui, euh, qui facilite le fait que le microbiote remplisse toutes ses fonctions et il soit fonctionnel. Et Mhm. ça, et on a du mal à le mesurer. Et ce qui se rapproche le plus, effectivement, c'est cette richesse et c'est la diversité du microbiote intestinal. Donc c'est vrai que c'est hyper important de rappeler ça. Tout le monde voudrait tendre à un microbiote parfait. Mhm. Il n'existe pas un microbiote parfait, et il y a juste des tonnes de microbiotes équilibrés et fonctionnels, et c'est ça le plus important. Donc c'est vrai que c'est vraiment une notion vraiment très importante et que tu expliques très bien, hein, mieux que moi d'ailleurs. Je me servirai un petit peu la prochaine fois de cette explication sur la grande entreprise, c'est un petit peu ça. Avec plaisir. Puis dis-moi, tu sais, il sort des centaines d'études sur le microbiote intestinal, pas juste à chaque année, là, par mois. Et j'étais curieuse, pour une personne qui baigne là-dedans, là, littéralement, j'étais curieuse de savoir quelle a été, mettons, dans la dernière année et demie, là, ta plus grande découverte à ce propos-là. Alors, moi, je pense que il y a quelque chose qu'on a vu, alors c'est peut-être pas il y a un an et demi, c'était il y a 2, 3 ans, il y a eu quelques études qui ont montré que le microbiote jouait un rôle dans la réponse thérapeutique, dans l'efficacité des médicaments. Mhm. Et c'est pas dans pour n'importe quel médicament, n'importe quelle maladie, mais ça a été montré notamment en cancérologie chez des patients qui avaient des cancers métastatiques.
qu'on mettait sous traitement anticancéreux qu'on appelle immunothérapie. Mhm. Et cette immunothérapie, si tu veux, moi quand j'ai débuté la médecine, ça n'existe pas, ça n'existait pas. Il y avait certains cancers métastatiques, par exemple le cancer du poumon quand c'était métastatique ou le mélanome quand c'était métastatique, on en mourait en quelques mois. Et est arrivée l'immunothérapie, et l'immunothérapie a permis de mettre des patients métastatiques en rémission de leur cancer. Donc, on ne peut pas parler de guérison, mais parfois ils sont en rémission depuis plusieurs années parce qu'ils ont répondu à l'immunothérapie. Et ce qu'ont montré certaines études, c'était que cette réponse à l'immunothérapie, elle était liée à la composition du microbiote. Mhm. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on n'est pas à être là. Le microbiote peut engendrer des ballonnements, des troubles du transit. Et si on améliore le ballonnement, on peut le microbiote, on sera peut-être moins ballonné, on va peut-être avoir un meilleur transit. Là, on parle carrément de potentielle guérison ou en tout cas de rémission à long terme sur certains cancers métastatiques. Et donc, plusieurs équipes scientifiques qui sont à l'heure actuelle en train de réfléchir sur des modulations du microbiote pour permettre de faire en sorte que des patients qui ne répondraient pas à l'immunothérapie puissent répondre à l'immunothérapie et donc avoir leur vie prolongée. Mhm. Donc là, c'est vraiment majeur parce que vraiment, on est passé on fait des probiotiques pour que les gens ils aient moins de problèmes de transit, de ballonnement, etc. à, eh ben, peut-être qu'avec certains nouveaux probiotiques, postbiotiques ou des transplantations fécales, des choses comme ça, on va prolonger la vie des gens qui souffrent de cancer. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'un point de vue médical, qui a un impact majeur et c'est une vraie révolution. Donc on est en plein dans cette révolution et donc ça montre aussi à quel point le microbiote, voilà, c'est pas un effet de mode, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas juste manger un peu de yaourt et vous vous sentirez mieux. Non, le microbiote joue vraiment un rôle vraiment majeur sur notre santé et peut potentiellement nous faire vivre plus longtemps ou moins longtemps en fonction de s'il est équilibré, déséquilibré, s'il est riche en telle ou telle bactérie. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, ça illustre cette révolution microbienne qu'on vit actuellement en médecine et que je trouve fabuleuse, quoi. Et on n'est qu'au début, et on comprend pas encore tout d'ailleurs. Exact. On dirait, j'ai l'impression que plus on en découvre, plus on réalise à quel point il nous en reste à découvrir encore. Puis, Exactement. je sais Donc pas. il faut savoir être très humble là-dessus, hein. C'est vrai qu'en termes de microbiote, on voit à quel point ça joue un rôle sur notre santé, à quel point il y a un impact, et c'est hyper important qu'on soit là pour en parler. Mais même nous, experts, je pense qu'on on connaît pas 10% des liens entre le microbiote et notre santé. Et voilà, il y a qu'à voir chaque jour le nombre d'études qui sortent là-dessus. Mm. Et donc voilà, on est vraiment au début des découvertes, donc c'est très prometteur. En tout cas, c'est vrai que c'est chouette d'être dedans et Exact. d'avancer avec les connaissances scientifiques. Toi, il y a des choses qui t'ont, pour ta pratique, il y a des choses qui ont... Alors juste, avant que tu donnes ta réponse, il y a autre chose aussi. Il y a des études qui montrent aussi que la réponse à des régimes diététiques, Mhm. elle n'est pas la même en fonction du microbiote. Et ça, je pense que ça a un vrai impact dans ta pratique. Et je pense que plus tard, tu me diras ce que tu en penses, mais le microbiote va permettre d'avoir non seulement une médecine personnalisée où on va choisir le traitement en fonction du microbiote, mais Mhm. peut-être que, comme toi, les diététiciens, diététiciennes et diététistes, comme vous dites chez vous, Oui. pourront se baser aussi en partie sur une analyse de microbiote pour conseiller des régimes ou en tout cas des types d'alimentation Mhm. plus bénéfiques que d'autres pour certains patients. On n'est pas encore rendu là au niveau de la clinique parce qu'il y a encore beaucoup, comme on le disait, là, il y a encore beaucoup à découvrir. Donc, quand on parle d'analyse de microbiote intestinal, il y a du tout et n'importe quoi là, sur le marché. Donc, quand on y va avec des analyses qui sont de la métagénomique shotgun, qu'on est vraiment capable d'avoir de la science en arrière de chacune des recommandations nutritionnelles, ça devient super intéressant, mais les autres professionnels sont encore un petit peu frileux à ce niveau-là parce que c'est nouveau. Tout ce qui est nouveau, ça prend 5 ans, des fois 10 ans Bien avant sûr. d'être accepté par les grandes institutions. Donc, c'est possible de le faire, mais on est un petit peu considéré, malgré toute la science qui est en arrière, dans le côté émergent de la chose. Donc, au niveau clinique en tant que tel, les nutritionnistes de mon équipe sont pas nécessairement encore en mesure de dire, bon, mais en fonction de ton microbiote, voici la Bien sûr. recommandation nutritionnelle qu'on va faire. Mais dans 10 ans, mais dans 10 J'espère ans, bien il est avant ça. probable que voilà. J'espère bien avant ça. Mais bon, on verra effectivement. Puis moi, ce qui me fascine ces temps-ci, je ne sais pas en France si c'est le sujet de l'heure comme ici, on parle beaucoup, beaucoup de la santé de la femme.
Et moi, de réaliser qu'au sein du microbiote intestinal, on a un groupe de micro-organismes qu'on appelle l'estrobolome, qui sont des micro-organismes littéralement responsables, ben, entre autres, là, du métabolisme des estrogènes. On comprend pas tout encore, mais de réaliser que à 45 ans, à 50 ans, des femmes qui ont jamais eu de problème digestif développent soudainement un syndrome de l'intestin irritable à cause des changements qu'il y a au sein du microbiote intestinal. Changements soit on ne sait pas si c'est l'œuf ou la poule, là, soit causé par le microbiote intestinal, soit causé par les fluctuations hormonales. Bref, ce lien-là est tellement intéressant à étudier. Puis, je me suis bien promise de plonger là-dedans pour qu'en 2026-2027, là, on puisse sortir quelque chose par rapport à ça, puis bien éduquer les gens en lien avec ça, parce que c'est une découverte que je trouve fascinante, considérant tout toute la charge mentale reliée aux fluctuations hormonales chez la femme à ces âges-là, là. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir les aider d'une certaine façon, mais en ayant un regard finalement sur le microbiote intestinal. Hyper J'ai intéressant. Régine qui mentionne, je suis en chimiothérapie et bientôt en immunothérapie, pourtant mon oncologue ne veut pas que je prenne des probiotiques. C'est différent, effectivement. Je ne sais pas si tu veux que je te laisse répondre, Julien. Non, alors moi je pourrais pas me mettre à la place de l'oncologue et c'est pas à moi de prendre des décisions et de donner des avis médicaux, surtout là sans connaître le dossier et puis lors d'un webinaire. Exact. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même le plus souvent, les probiotiques ne sont pas du tout dangereux euh, chez des patients immunodéprimés dans le cadre de la chimiothérapie. Euh, c'est... Les risques sont vraiment très exceptionnels. C'était chez des gens extrêmement immunodéprimés où les levures s'étaient retrouvées qui étaient passées par le porte-à-4 dans la circulation sanguine. Donc le plus souvent, il y a vraiment une prudence, parfois excessive chez les oncologues de prescrire des probiotiques, mais c'est beaucoup moins délétère que de donner des antibiotiques en cas d'immunothérapie ou de chimiothérapie, parce qu'on sait que les antibiotiques diminuent l'efficacité des traitements anticancéreux. Pour ce qui est des probiotiques, pour moi, il y a rarement des contre-indications. Après, est-ce qu'il y a des bénéfices? Ça va dépendre. Est-ce qu'il y a des troubles digestifs associés et et que les probiotiques peuvent aider à supporter la chimiothérapie en diminuant les troubles digestifs? Pourquoi pas? Mais ça, il faut vraiment en discuter avec l'oncologue, voilà, c'est vraiment pas à moi de prendre ce genre de décision, mais ça, voilà, il faut en discuter. Il y a rarement de contre-indication absolue à prendre des probiotiques, même en période de fragilité, comme on est quand on est sous chimiothérapie. Mhm. Merci beaucoup. Puis je vais sauter sur l'occasion vu qu'on parle de probiotiques, même si c'est pas nécessairement en lien avec nos discussions actuelles, mais j'avais une autre question dans le chat que la personne mentionnait. Qu'est-ce qu'on fait finalement avec les probiotiques? Là, ça va être important d'aller écouter le webinaire qu'on a fait avec Dr. Simard pour vous assurer de choisir les bons probiotiques, dans quelles circonstances et ainsi de suite. Mais Angèle demande, est-ce qu'une cure de probiotiques est une bonne façon de régénérer le microbiote? Si oui, pendant combien de temps et à quelle dose? Alors, Oui, si tu voulais vas-y. répondre? Non, Ah vas-y, non, puis mais je vas-y, rebondirai vas-y. sur ta réponse. Ah, ok, ça marche. Je croyais que c'était une question pour moi, mais on pourrait, ça se trouve. En fait, voilà, ça dépend pourquoi on veut prendre une cure de probiotiques. Est-ce que c'est parce que on est mis sous antibiotiques, qu'on veut éviter d'avoir de la diarrhée, et auquel cas des probiotiques marchent, certaines souches marchent plus que d'autres? Est-ce que on a des troubles digestifs, des troubles du transit, un syndrome de l'intestin irritable, auquel cas, effectivement, il y a plusieurs souches qui ont montré un bénéfice? Euh, ou est-ce que on se dit, tiens, je vais faire des cures de probiotiques parce que ça va être bien pour mon microbiote et peut-être que je vais rester plus longtemps en bonne santé, je vais être moins malade, etc. Et pour ça, la science n'a pas vraiment de réponse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, mais on ne sait pas exactement s'il faut en prendre. S'il faut en prendre, on ne sait pas lesquels, pendant combien de temps, etc. Donc on n'a pas vraiment de réponse. Et moi, je conseille aux gens qui sont plutôt en bonne santé, qui veulent continuer à prendre soin de leur microbiote, de plutôt jouer sur le mode de vie, c'est-à-dire avoir une activité physique régulière, un bon sommeil, une alimentation saine, pleine de fibres à effet prébiotique qui vont nourrir les bonnes bactéries, et puis intégrer des aliments fermentés, que ce soit sous forme de yaourt, de fromage, de choucroute ou de légumes lactofermentés ou de boissons dont on a parlé, kéfir, kombucha. Le fait d'intégrer tous ces aliments au quotidien va enrichir notre microbiote, le préserver et le rendre le plus résilient possible dans la durée. Et voilà, plutôt que d'aller en pharmacie et prendre un mois un tel probiotique, un mois un autre, et puis etc. Ça coûte vite cher. Voilà, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Donc moi, en tout cas, sur le mode de vie et l'alimentation, on peut déjà faire beaucoup de choses sur notre microbiote.
Absolument. Je suis tellement d'accord, là, puis c'est par là qu'on doit commencer. C'est sûr que le probiotique semble être une option facile parfois parce qu'on n'a pas nécessairement à intégrer de changement. Qui dit changement dit effort. Ça, on en est tous conscients. Puis le probiotique à prendre, moi, je dis souvent aux gens, quand vous me demandez quel probiotique prendre, c'est comme si vous demandiez à un pharmacien quel médicament prendre. La prochaine question, c'est ben, pour traiter quoi ou pour quelle raison? Alors, si on n'a rien à traiter ou si on n'a aucune raison de prendre un probiotique, bien finalement, effectivement, on peut y aller juste avec les habitudes de vie, puis ça va avoir un impact grandiose. Toutefois, si on a effectivement certains symptômes qu'on voudrait essayer de diminuer, par exemple, via l'ajout d'un probiotique, bien là, il faut se renseigner sur les souches, parce que chacune des souches a des études cliniques démontrées pour réduire un symptôme ou deux en particulier. Donc là, ça, il faut faire nos devoirs de consommateurs, puis bien lire, dans le fond, sur chacune des compagnies, les études cliniques, puis s'assurer qu'on a la bonne souche pour le problème, finalement, qu'on veut adresser. Parlant d'alimentation, ça me permet de vous demander, En fait, j'aurais été curieuse si dans le chat vous voulez ouvrir la conversation. Je serais curieuse de vous demander, selon vous, quel serait le repas ou l'aliment préféré? On va y aller avec un aliment, ça va être moins long à écrire. L'aliment préféré de votre microbiote intestinal. Je vais vous donner 30 secondes de réflexion. Vous pouvez commencer à écrire dans le chat parce que mais je suis curieuse de voir ce que vous allez me répondre en fonction des 2 semaines et demie de défis qu'on a fait jusqu'à maintenant, là. Voir ce que vous avez retenu. Puis je vais te poser la question aussi, Julien. Voir ce que toi tu en dis. Yogourt. Alors, les personnes vont nous présenter probablement le miso, la banane, et la banane verte, hein, principalement. Je vous expliquerai pourquoi tantôt. Mais quoique jaune, ça contient aussi de la pectine. Pas si mal. Les Jaune-vert, aliments c'est bien. fermentés. La Trop verte. verte, c'est vraiment pas terrible. Il faut que ce soit un peu jaune. Un Oui, tout oui, petit c'est peu. ça, quand même, pour que ce soit agréable en bouche. Mm. Le kéfir, les lentilles, les légumineuses, les bleuets. Ça va un petit peu dans plein de sens. L'houmous, Le c'est quoi? houmous à mettre dans tous vos apéritifs. Tu connais pas? Si, tu connais. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. On a une façon différente de le prononcer ici. Ok. Comment vous Mais oui. prononcez? Ah, il y a des gens qui disent humus, il y a des gens qui disent hummus, il y a des gens qui disent humus. Ça, c'est comme edamame. Comment vous le Ah oui. prononcez? Les fèves de Ah, soya? Ça me fait toujours bien non, mais rire je quand crois que les c'est gens. ça. Je crois que c'est edamame. Moi, je dis ouais, ouais, edamame, mais Oui. edamame, je crois. Ouais, ouais. Mais Ah, houmous, je crois que c'est plutôt hummus. oui. Et je crois que ça veut dire pois chiche en arabe ou un truc comme ça. Ah, oui, oui. J'espère que je me trompe pas parce que là, on sort un peu de mes compétences, mais il me On, semble que on c'est le ça. saura. Quelqu'un nous présentera les lactofermentés. Beaucoup de gens nous mentionnent justement là, les aliments fermentés. Ah, Diane, la réponse que j'attendais, c'est la variété qui importe. C'est tellement important parce que oui, il y a certains aliments qui vont vraiment venir dorloter notre microbiote, qui vont faire toute la différence par leur richesse en fibres, en polyphénol, en antioxydants, toutes des belles molécules que le microbiote, on va dire, aime. Mais au-delà de ça, ce qui est important, revenez à la base. Pour qu'un microbiote soit en état d'équilibre, on a besoin d'un microbiote diversifié. Puis pour nourrir cette diversité de bactéries-là, bien, ça nous prend une alimentation qui est diversifiée, qui est variée. Donc la variété, c'est vraiment la clé. Puis si on avait à intégrer pas à pas des objectifs pour aller diversifier notre microbiote intestinal, eh bien on peut le faire via différentes portes. Il faut choisir la porte qui est la plus simple pour vous à ouvrir. Alors, est-ce que c'est d'augmenter la variété de couleurs dans votre assiette au quotidien? Est-ce que c'est d'augmenter la variété de noix et graines que vous mettez dans votre quotidien? Est-ce que c'est d'ajouter 2 légumes différents dans votre assiette au lieu d'en avoir qu'un seul en accompagnement? Vous mangez une salade, le simple fait de vous donner le défi d'ajouter une source de fibres dans votre salade, de mettre quelques canneberges séchées, d'ajouter des bleuets ou des myrtilles, d'ajouter des graines de tournesol, de vous faire une vinaigrette à base de kéfir, par exemple. Donc, tous les petits ajouts qui vous permettront d'aller chercher cette diversité alimentaire-là seront payants en bout de ligne, ça c'est certain. Est-ce que tu aurais envie de nous donner quelques exemples, Julien, de ce que tu fais? Parce que je sais que toi et moi, on applique les concepts qu'on enseigne. Est-ce que, tu sais, au départ, là, quand tu as lu tout ça, toute la belle science sur le microbiote, y a-t-il des changements que tu as faits et par lesquels tu as Ouais, commencé?
Alors clairement, il y a le fait de m'intéresser à ça, le fait d'avoir des enfants, que j'ai envie de, voilà, j'ai envie de prendre soin de leur microbiote, parce qu'on sait Mhm. qu'il se construit dans le plus jeune âge, donc je fais des efforts. Effectivement, comme tu dis, ça demande des efforts. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est habitué à manger du tout fait, tout prêt, on va aller au supermarché à prendre des trucs, on a l'impression que c'est bien fait, c'est une bonne marque, c'est des bons produits, on prend, on oublie de regarder que derrière, il y a 15 additifs, etc. Et donc, l'idée, c'est de remettre du naturel dans l'assiette. Du coup, ça demande des efforts de cuisiner avec des aliments bruts et puis de modifier ses habitudes, de créer, d'avoir des nouvelles recettes, de découvrir des choses, etc. Et moi, c'est ça que j'aime découvrir des nouvelles choses. Et donc, moi, effectivement, tu as vraiment raison. Le principal, c'est la diversité, c'est de tester des nouvelles choses, d'ajouter, de mélanger plein de choses, de donner des couleurs à son assiette, de faire plein de choses, de remettre dans son assiette des choses qu'on avait oubliées. Et je sais que nous, je sais pas chez vous, mais nous, les légumineuses, autant c'est quelque chose que voilà, consomme beaucoup au niveau du bassin méditerranéen, au Maghreb, etc. Mais en France, dans les pays européens et occidentaux, un peu moins. Et les légumineuses, ça coûte pas cher, c'est très riche en fibres. Il y en a plein de sortes. Et il y a plein de plats très différents à cuisiner avec des épices, etc. Et c'est pour ça que quand on voit le houmous, le dal de lentilles corail, c'est des plats que moi j'adore, qui sont très simples à faire, qui sont gourmands, qui sont assez digestes, que je mange régulièrement. Donc voilà, Mhm. j'aime beaucoup ça, effectivement, le houmous et le dal de lentilles corail, par exemple. Mhm. Il y a quelque chose, moi, alors, c'est pas forcément le meilleur aliment pour le microbiote, mais il y a un aliment dont je parle souvent, qui est pas forcément un aliment qu'on met naturellement dans sa cuisine, mais que je conseille pour le microbiote, mais surtout pour le transit. Ça règle beaucoup, beaucoup de problèmes de transit, c'est le psyllium blond. Mhm. Donc ça, effectivement, j'en parle souvent. Et puis, voilà, c'est de remettre du fermenté, parce que le fermenté, c'est pareil, hein, nous, chez nous, sorti du yaourt et du fromage, euh, c'est tout. Et donc voilà, alors qu'en fait, voilà, la choucroute, c'est du chou lactofermenté et on peut lactofermenter tous les légumes. C'est très simple à faire. Ça permet, pour pas très cher, de manger des légumes pleins de vitamines et puis de manger deux, trois bouchées par-ci, par-là, c'est hyper intéressant. Et puis les boissons fermentées, kéfir, kombucha qui ont le vent en poupe à l'heure actuelle, et tant mieux parce que voilà, c'est tellement meilleur pour la santé que du jus de fruits ou du soda industriel. Voilà, c'est souvent moins sucré parce que le sucre aura été transformé par les micro-organismes voilà, qui auront travaillé, qui se seront nourris et qui vont s'être développés. Et donc voilà, quand vous mangez du fermenté, vous ingérez des micro-organismes vivants. Mhm. Et on sait que c'est corrélé à une meilleure richesse et une diversité microbienne. Donc vraiment, vous boostez votre microbiote en consommant du fermenté. Et ça, c'est vrai que c'est pas un réflexe qu'on a, si ce n'est de manger son yaourt, effectivement. Mhm. Puis c'est drôle parce que parlant de fromage et de yogourt, on a une question d'une personne dans le chat. Qu'est-ce qu'on pense des fromages, notamment au niveau du pourcentage de gras? Puis à moins que tu aies lu autre chose, Julien, je me permettrai de répondre. Dans le fond, dans la dernière littérature que j'ai lue à ce sujet-là, on disait que les gras saturés du fromage sont un peu encapsulés dans la matrice protéines-calcium finalement qui est contenue dans le fromage. Donc, on n'aurait pas nécessairement les mêmes impacts au niveau des gras saturés dans le fromage que des gras saturés dans une huile hydrogénée ou bien dans une viande rouge, par exemple. Donc, ce n'est pas nécessairement un produit alimentaire qu'on demande de restreindre à moins d'être dans un moment où Exactement, exactement. À moins de devoir, on sait que c'est salé aussi, hein, les fromages, donc à moins d'être en régime sans sel pour des régions d'insuffisance cardiaque, de choses comme ça. On en revient beaucoup, c'est un peu comme la même chose que les œufs et le cholestérol. On sait à l'heure actuelle que la consommation d'œufs, et ça c'est aussi un autre message, ne modifie que très peu le taux de cholestérol. Et les œufs sont une excellente source de protéines, on... très très bonne pour la santé. Et les fromages, ce qui est surprenant, j'ai vu passer assez récemment, il y a eu plusieurs études très bien faites qui démontrent que la consommation régulière de produits laitiers fermentés, dont les fromages, était bénéfique pour réduire le risque d'accidents vasculaires cérébraux. Donc on sait que les AVC sont un peu en lien aussi avec des problèmes voilà, très souvent de cholestérol, etc. Et là où on s'attendait à ce que le fromage soit délétère pour ces patients-là, et ben à l'inverse, les études, et elles vont dans le même sens, Mhm. montrent un impact bénéfique
de la consommation de fromage et des produits laitiers fermentés. Et Mhm, c'est vrai qu'à un moment, on fait beaucoup la guerre aux produits laitiers avec le lactose et ci et ça. Mais je pense que ce qui est important, alors bien sûr qu'il y a des gens qui vont pas tolérer le lactose. mhm, Il faut rappeler quand même que très souvent, il y en a assez peu dans des yaourts et assez peu dans certains fromages à pâte pressée cuite, à pâte dure, etc. Et notamment, voilà, enfin, il y a plein de fromages en France, on a la chance d'avoir une grande diversité de fromages aussi assez faible en lactose. Donc je pense que c'est pas la même chose de boire un grand verre de lait ou de consommer un yaourt ou un petit peu de fromage de façon régulière. mhm, Donc je pense que voilà, faut expliquer, rassurer les gens sur le fait qu'il y a plein de produits laitiers qui, notamment ceux qui sont fermentés, qui mhm, sont bénéfiques pour la santé. Et pareil, le kéfir de lait. Alors, c'est mhm. pas quelque chose que je consomme moi au quotidien. J'en ai fait pendant une période, puis là maintenant je suis passé à d'autres choses, kéfir de fruits, etc. Mais le kéfir de lait semble être aussi très intéressant pour la santé. Oui, absolument. Je m'excuse, j'étais concentrée sur les questions qui apparaissent. Puis c'est drôle parce que côté produits laitiers et gluten, hein, ça fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre et vous avez beaucoup de questions à ce sujet-là. Exactement. Il faut savoir que Julien l'a mentionné, hein, produits laitiers fermentés, ce sont des produits laitiers de qualité. Puis oubliez pas de vous fier toujours à vos propres sensibilités alimentaires aussi. Ça se peut Bien que sûr. vous n'ayez pas les enzymes pour tolérer le lactose ou qu'au niveau de la caséine, ça passe pas bien puis vous ayez des effets secondaires. Donc vous êtes votre meilleur outil de travail. Là. Rassurez-vous, là, toutes les généralités doivent être individualisées à vous-même également. Puis les produits laitiers n'auront pas nécessairement d'impact sur le transit si bien consommés, si bien choisis, parce qu'on a aussi des produits laitiers sur le marché qui sont de véritables pardon, pièges à sucre. Donc, on doit aussi se méfier de ce côté-là. Puis, on demandait les aliments fermentés versus l'hypertension. C'est sûr que ce sont des produits qui sont plus salés que les autres, mais les véritables aliments dont on doit se méfier en contexte d'hypertension, ce sont les aliments là, ultra transformés, votre pain, vos céréales, les aliments déjà préparés qui ont énormément de sodium. Je pense qu'il faut aller couper là-dedans avant de couper dans les aliments fermentés qui ont tellement d'autres bénéfices pour la santé globale de toute façon. Et puis, parmi les autres questions qu'on avait, tout ce qui est aliments fermentés, produits laitiers, légumineuses, dans un contexte de maladie auto-immune, c'est pas trop inflammatoire. En fait, au contraire, les aliments fermentés, notamment, ont démontré dans la littérature que ça avait un impact sur plusieurs marqueurs inflammatoires. Produits laitiers, tout dépend de votre situation. Donc, ça, c'est à vous vraiment de faire les tests. Puis, côté légumineuses, bon, on a certains antinutriments à l'intérieur des légumineuses, mais le simple fait de les faire cuire, les consommer germés, entre autres, de bien les rincer, tout ça va avoir un impact positif. Puis, vous allez pouvoir les intégrer en petite quantité au départ. Puis ensuite, vous intégrez un petit peu plus de légumineuses en fonction toujours de votre tolérance individuelle. Et Puis, ça, c'est très important. C'est vrai que si vous mangez peu de fibres et que vous vous dites, ah, il faut que je mange vraiment beaucoup de fibres pour mon microbiote, non, ne changez pas du jour au lendemain mhm, drastiquement votre consommation en fibres. Si vous risquez de mal les tolérer, d'être très ballonné, d'avoir beaucoup de gaz. Donc ça, c'est des choses qui se font progressivement. Et ne pas hésiter sur des changements de régime alimentaire, surtout si vous avez des fragilités intestinales, un inconfort, etc., vous faire accompagner par des professionnels de la nutrition, de l'alimentation, des diététiciens, etc. C'est leur rôle de vous accompagner, de vous orienter vers les aliments qui seront à la fois riches en fibres, mais que vous allez mieux tolérer. Par exemple, dans les légumineuses, les lentilles vertes, comme on a beaucoup chez nous, c'est peu digeste, là où les lentilles corail ou les pois cassés vont être plus digestes. Et puis après, il y a des façons de les cuisiner, il y a des choses. Et ça, c'est vraiment que c'est votre rôle de diététicien, etc. Et moi, très souvent, je donne peu de conseils, mais j'oriente mes patients vers des diététiciennes que je connais et je sais arriveront à les accompagner. Parce que c'est pas évident de manger plus de fibres quand on a un intestin sensible. mhm. Quand on a le syndrome de l'intestin irritable, quand on a une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, qu'on a très facilement des troubles digestifs, un inconfort, des ballonnements, et bien effectivement, dans ces cas-là, c'est pas facile d'augmenter sa consommation de fibres, d'augmenter les aliments fermentés. Il faut le faire progressivement et il faut le faire en étant accompagné. Je pense que c'est vraiment un message important. Voilà, puis si on tolère un petit peu moins bien les fibres, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est de miser sur les polyphénols, qui vont avoir un effet également prébiotique pour nourrir vos bonnes familles de bactéries qu'on retrouve dans les bleuets ou les myrtilles, je pense, en France, dans le thé vert, dans le chocolat noir, dans l'huile d'olive. Donc, on a certains aliments qui sont très bien tolérés, même par les intestins sensibles, qui regorgent de polyphénols et qui vont nous donner le même, le- Un j'oserais dire les bénéfice. mêmes impacts, là, mais finalement des Mm. impacts positifs là, au niveau microbien. Donc, ça va nous aider à produire les molécules bénéfiques au sein du microbiote intestinal.
Et puis Alors, les amidons résistants, puisque on a parlé des oui, fibres, des polyphénols et les oui, amidons résistants, parce que pour faire le reparler de ta banane oui, quand elle est un peu verte, une banane pas très mûre, un peu verte, aura un amidon plus résistant et va nourrir les bonnes bactéries. C'est pareil avec les féculents qui sont cuits puis refroidis. ouais. Et donc manger une salade de pâtes, une salade de riz, une salade de pommes de terre Mhm. sera bénéfique pour votre microbiote. Vos bactéries intestinales vont pouvoir s'en nourrir un peu plus que lorsqu'ils sont juste cuits et consommés comme ça. Voilà, alors dans le défi Boost ton microbiote, là, quand des fois les lunchs du lendemain, c'est le repas qu'on a préparé la veille, s'il y a un féculent dans le repas, eh bien, il se gorge d'amidon résistant à ce moment-là. Je prends une dernière question avant qu'on puisse conclure le tout. Quelqu'un demandait, est-ce que l'hérédité a un impact finalement sur notre microbiote intestinal? Tu réponds quoi à ça, toi, Julien? Oui, mais faible. Là, je sais plus, j'avais trouvé des études il y a quelques années qui montraient qu'il y a peut-être à peu près 10% de notre microbiote qui est lié à une hérédité, à quelque chose de génétique. On sait qu'on partage, enfin, pour donner un exemple, des études qui montrent qu'on partage beaucoup plus de points communs euh, au niveau de microbiote chez des gens qui vivent dans un même foyer, au même endroit, qui ont le même mode de vie, la même alimentation, beaucoup plus que parents, enfants, frères et sœurs quand les gens vivent ailleurs, ont un autre mode de vie, une autre alimentation. Donc la génétique joue un rôle vraiment assez léger dans notre microbiote. C'est vraiment c'est notre mode de vie, notre alimentation et notre histoire de vie aussi, si on a des maladies, si on prend des médicaments, comment s'est passée notre petite enfance, etc. Mais voilà, en tout cas, le microbiote est vraiment beaucoup plus quelque chose lié à l'environnement et le mode de vie que à la génétique qu'on aurait hérité directement. Absolument. Je réponds oui, il y aura une rediffusion, évidemment, pour réécouter tout ça. Et moi, Julien, j'ai une dernière question avant qu'on conclue. En tant que gastro-entérologue, dans ton quotidien, quand tu regardes, admettons, un intestin, quand tu fais une colonoscopie, est-ce que tu es en mesure de voir qui mange bien, qui mange moins bien? Est-ce que tu es en mesure de voir une perméabilité intestinale? Pas du tout. La coloscopie, elle cherche à voir s'il y a une inflammation réelle qu'on a, par exemple, dans la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, et pas la micro-inflammation ou l'inflammation de bas grade dont tu as parlé tout à l'heure. Ça, on ne le visualise pas. Même si on fait des biopsies, des prélèvements au niveau de l'intestin, au microscope, si on fait une analyse classique au microscope, on ne voit pas non plus cette micro-inflammation. On la voit si on fait des analyses vraiment très spécifiques. On peut voir des anomalies. Donc, si je fais une coloscopie, je vais voir s'il y a une vraie inflammation des ulcères, etc. Je vais voir s'il y a des polypes, s'il y a un cancer, s'il y a des choses comme ça. Mais des problèmes de microbiote, je ne le verrai pas du tout. Le côlon de quelqu'un qui a un microbiote en pleine forme ou le côlon de quelqu'un qui a un microbiote très déséquilibré, au final, moi, visuellement, je ne verrai rien. C'est des choses qui se passent vraiment au niveau microscopique et qu'on analyse que par des séquençages à haut débit, voilà, des analyses qu'on fait sur les selles ou au niveau du microbiote intestinal, mais c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, en coloscopie, non, on voit pas du tout les problèmes de microbiote. Bon, c'est dommage. Mais Eh tout de oui, même, mais tout de même, ça nous permet quand même, avec certaines analyses sur le marché, certaines technologies sur le marché, d'aller voir de façon un petit peu plus claire. Mais évidemment, on n'a pas encore de technologie sur le marché qui nous permet de voir l'entièreté du microbiote intestinal. Comme c'est très labile aussi dans le temps que ça change rapidement, c'est très difficile aussi d'avoir une image claire, nette et précise parce que bien la sûr. journée qu'on fait le test, mais finalement, 24 heures plus tard, on a quand même une certaine diversité qui s'est modifiée à travers tout ça. Alors, j'ai simplement envie de conclure en te disant un énorme merci, Julien, d'être mon collaborateur dans cette quatrième édition du défi Boost ton microbiote. Euh, N'oubliez pas peut-être à la lumière de tout ce qu'on s'est dit que, dans le fond, ce qu'on nourrit grandit, puis ce qu'on ne nourrit pas s'affaiblit. Donc, notre microbiote, c'est un peu la version de nous-mêmes, mais de l'intérieur. Alors, essayons de le nourrir comme on aimerait nourrir notre vie au quotidien. Puis je pense que le simple fait d'être dans le défi Boost ton microbiote, c'est déjà un magnifique premier pas vers l'atteinte d'une santé globale. Donc, merci beaucoup, Julien. Est-ce que tu veux avoir un mot de la fin?
Avec plaisir. Non, mais encore pour te remercier. Enfin, moi, c'est toujours des moments hyper agréables que je passe avec toi sur ces webinaires, etc. C'est hyper agréable. On a les mêmes missions. Tu as parlé de mission au début. Je pense qu'on partage cette même mission de vouloir faire en sorte que les gens, le plus de monde possible, prennent soin de leur microbiote pour qu'ils soient en meilleure santé le plus longtemps possible. Pour eux, pour les générations futures, pour l'environnement dans lequel on vit également, parce que quand on prend soin de notre microbiote, on prend soin sans se rendre compte de la planète, hein, parce que ce sont des choses qui vont ensemble aussi. Donc c'est vraiment des missions qui me tiennent qui nous tiennent à cœur tous les deux. Donc moi voilà, je suis ravi à chaque fois de partager tout ça avec toi. Merci et bravo pour ton travail. J'espère et c'est sûr que l'année prochaine, j'en ferai plus parce que je pense que parmi vous, vous avez tous beaucoup plus suivi le défi que moi-même. J'ai fait quelques recettes, ma femme aussi en a fait quelques-unes. J'essaierai d'être beaucoup plus présent l'année prochaine. C'était, voilà, en tout cas, je suis content d'avoir pris le train en marche. Bravo de l'avoir lancé. Et j'espère que voilà, d'ici l'année prochaine, on sera plus de 10 000. L'année suivante, plus de 20 000 ou 50 000, etc. Parlez-en autour de vous. Voilà, bravo d'être là. C'est grâce aussi à vous qu'on fait tout ça. Voilà, merci pour vos retours. Et voilà, c'est Merci. que le début. C'est Écoute, que le c'était que début. la pointe de l'iceberg. Nous pourrons reprendre ça assurément. Donc, merci pour ton temps, Julien. Merci à tous les participants. J'apprécie énormément. La rediffusion sera disponible à partir de demain sur la page Facebook privée du défi Boost ton microbiote et vous sera envoyé par courriel pour celles et ceux qui ne sont pas sur la page ce vendredi ou samedi, là, probablement, à la fin du défi. Donc, vous pourrez regarder le tout à nouveau. Alors, merci d'avoir été là en si grand nombre. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. À bientôt, puis prenez soin de vous. Salut tout le monde. Au revoir.